féliciter cette expérience qui vient d'accomplir dans l'Est de notre pays. Rapidement, je vous présente le programme de cette conférence de presse. Nous allons commencer par la prière d'ouverture prononcée par son éminence le cardinal Frédéric Ambongo. Après cette prière d'ouverture, nous allons commencer par le topo que fera son éminence le cardinal. Après cette communication, nous allons procéder à l'échange de questions-réponses. Et je rappelle le principe, chaque intervenant se présente d'abord en donnant son nom, son prénom, et en donnant aussi le nom de son organe de presse. Après cette phase d'échange, nous allons clôturer notre conférence de presse par une prière de bénédiction finale. Alors, sans plus tarder, Éminence, et vous, mesdames et messieurs de la presse, je vous demande de vous lever pour que nous commencions par la prière d'ouverture. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, à l'aube de cette année nouvelle, tu as envoyé au milieu de nous ton Fils, Jésus-Christ, pour donner une lueur à ce monde qui souffre, monde de souffrance, monde d'angoisse, monde de soucis, à cause de nos propres péchés. Ton Fils est venu nous apporter l'espérance, parce qu'il n'y a pas de désespoir pour celui qui compte sur toi. Notre souci aujourd'hui réuni ici, c'est la situation de l'Est de notre pays, particulièrement la situation de nos frères et sœurs des deux territoires de Béni et de Butembo. Mais au-delà de ces deux territoires, c'est l'avenir de notre pays qui se joue dans cette partie. Illumine-nous, envoie sur nous ton Esprit Saint, l'esprit de discernement, pour que nous sachions discerner la réalité de ce qui se passe dans cette partie du monde. Et que ce même esprit nous inspire des initiatives nouvelles pour mettre fin à ces atrocités, mettre fin à la misère, au désespoir de notre peuple, afin que la naissance de Jésus dans notre monde puisse réellement signifier le départ d'un monde nouveau, monde de paix, monde de fraternité, monde de justice. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éminence, en bon pasteur, vous avez été communié avec les joies, mais aussi avec les peines et les souffrances de nos frères et sœurs qui sont à Butembo, dans l'Est de notre pays. Nous sommes très curieux et très impatients de vous écouter, de partager votre expérience. Nous vous laissons la parole pour nous donner les grandes lignes de votre expérience. Mesdames et messieurs de la presse, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux de partager avec vous les grandes lignes de mes constats, ma réflexion après ma visite pastorale dans le diocèse de Butembo-Béni
du 27 au 31 décembre 2019. Je vous remercie de tout cœur de vous être rendu disponible aujourd'hui, qui est un jour férié pour beaucoup, pour me rencontrer afin de faire large écho de la réalité que vivent, je dirais dramatiquement, les populations de la partie est de notre pays. La pire des choses, c'est que nos frères souffrent et nous, à l'ouest, nous continuons à nous complaire dans des fêtes, dans des célébrations, et il n'y a personne qui parle, qui pense à ce qui se fait de l'autre côté. Quel était le contexte ou les circonstances de ma visite pastorale? Pourquoi je suis allé là-bas? Le contexte de notre visite pastorale est essentiellement la souffrance, l'atrocité, l'angoisse que vivent les populations de l'Est, de la RD Congo, et qui crient au secours à tous ceux qui peuvent les entendre pour leur venir en aide. Ces gens crient. Ils crient au secours. Toute la question, est-ce que tout le monde entend ces cris? Leur voix fut également portée par les députés ressortissants de cette partie du pays qui sont venus à ma rencontre, par les membres de la communauté nandais qui vivent ici à Kinshasa et que j'ai eu à recevoir ici à l'archevêché. Tous ces gens m'ont déposé un rapport détaillé sur la situation avant mon départ. Le contexte est finalement celui connu par toute la communauté nationale et internationale depuis que ces violences ont commencé, depuis plusieurs années. On parle d'une trentaine d'années que cette situation dure. La conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a plusieurs fois porté la voix pour attirer l'attention des autorités du pays sur cette situation. Nous avons fait plusieurs fois des plaidoyers auprès de la communauté internationale sur cette situation. C'est donc dans ce contexte que j'ai reçu aussi l'invitation de son Excellence Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, m'invitant d'aller visiter ces populations pour les réconforter et leur apporter un message de soutien de la part du Saint-Père, le pape François, mais aussi au nom de tous les évêques du Congo. Qu'est-ce que j'ai vu? Un constat plutôt amer. Partant du Kinshasa, j'ai fait une escale à Goma pour la correspondance. C'est là que son Excellence Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, accompagné de ses deux évêques émérites, Monseigneur Ngabu et Monseigneur Kaboy, m'ont accueilli et adressé le mot de bienvenue et de soutien à la mission que j'avais commencée. À mon arrivée à Beni, j'ai été accueilli à l'aéroport par son Excellence, Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo-Beni, par le gouverneur du Nord Kivu et les autorités militaires, policières et administratives locales. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone dite rouge. Kokola, Maïmoya, Mukoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Païda, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable.
de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres, y compris parmi les militaires. Comme conséquence, il y a déplacement des familles par peur d'être égorgés. Des villages abandonnés, une population terrorisée et traumatisée, moralement affaiblie, qui abandonne ses champs, ses maisons, son village pour aller vers le centre-ville comme Béni. Des actes de sabotage, des plantations spoliées, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. Des enlèvements fréquents. Nous comptons jusqu'à maintenant 5 prêtres qui ont été portés disparus, enlevés par ces gens. Ils les ont amenés dans la forêt. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. On peut supposer le pire pour ces gens. Généralement, quand ils les emportent comme ça, ou ils sont massacrés, ou ils sont intégrés de force dans leur milice, ou alors ils servent de main-d'œuvre pour cultiver les champs pour eux et entretenir les plantations, particulièrement les plantations de cacaoyers. Notre analyse, ayant observé, ayant vu tout ça, je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel, comme une rivière, mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beni Butembo en face, c'est l'Ouganda. Vous avez le peuple nandé du côté Congo. Quand vous traversez en Ouganda, il y a aussi des Banandés de ce côté-là. Lorsqu'on déverse des peuples de l'Ouganda, mais parfois ce sont des Nandés. Et ça complique, ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être de rwandophones, mais de ce côté, vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi, des territoires de Fizi, dans les diocèses d'Uvira. Étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre, c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant, il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années,
et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Bouvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamulenge, les vrais Banyamulenge ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez de rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez de peuples à morphologie nélotique, ce sont les Ema. Les Ema, ce sont les Tutsis de l'Ouganda. Mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de le faire passer comme des Congolais. Et le cas le plus criant, sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONUSCO. Le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONUSCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONUSCO, on vient égorger des gens. Or, la mission principale de la MONUSCO, c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. On ne sait pas très bien à quel jeu joue la communauté internationale à l'Est. Que faire devant cette situation? La pire des choses, c'est le désespoir. La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'axe diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. Parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec des étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais. Et il y a des peuples qui habitent l'Est, qu'ils soient d'origine rwandaise. Dès lors qu'il est reconnu comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie.
d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner villages, maisons, ses biens, ses champs, ses plantations. Comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations? C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive, ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. Il y a l'axe sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça, ça alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans les temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec des adeptes. Parce qu'ils espèrent peut-être avec des adeptes, ils vont récupérer leur pouvoir. Il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ces genres de questions. Il y a un élément aussi qui existe, notamment à Maïmoya, là où des prêtres ont été enlevés et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les ADEF, Nalu, sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont eu à marier nos filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là. Et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille et qui vit avec un adepte. Ou l'enfant qui était de ses mariages. La fille est avec son mari dans la bouche. Et papa élève la fille, élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Donc ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas des arrestations arbitraires. Étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi, parce que l'ennemi est invisible. Peut-être il est diffus dans la population, ou il se retire dans la forêt, qu'il maîtrise très bien. Alors des fois il y a des dénonciations, des arrestations, et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population. Nous pensons que c'est le rôle des députés nationaux, provinciaux et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'axe militaire, sécuritaire. Notre armée est là. Notre armée, c'est l'unique armée que nous avons.
L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, 2 militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des bavures, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire de façon négative. Ce sont des gens qui méritent notre admiration, qui méritent considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger. Il doit prendre du pain le matin. Sinon, vous l'envoyez au front, comment il va faire? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Béni-Boutembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ce côté et en même temps mettre à leur disposition de moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONUSCO doit se remettre en question. La MONUSCO, c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part, et je l'ai dit à la population de Béni et aussi à Boutembo, nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Béni-Boutembo? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ces plans. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONUSCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base pendant qu'on égorge les populations à côté. Ça, c'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONUSCO, notamment le commandant, le général commandant, et aussi le responsable de sur place à Béni. Je crois qu'eux-mêmes sont conscients de cette situation. Il y a des choses à corriger de la part de la MONUSCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la part de la population, qui généralise les manquements de la part de la MONUSCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner qu'est-ce qui se fait de bien à encourager et qu'est-ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale. Et comme on dit, jeter le bébé avec l'eau sale. Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national.
partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait l'affaire, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant le peuple victime, surtout nos frères et sœurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous convie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie. En parlant de la MONUSCO, moi je n'ai pas dit que la MONUSCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la MONUSCO a une mauvaise perception à l'Est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. Autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement à côté des installations de la MONUSCO? Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Oui, la prochaine question, par là. Allez-y, monsieur Okaki, madame. Si vous permettez, son éminence, je peux m'exprimer en lingala. Oui, j'ai trois petites questions. La première, c'est avoir la position et à son éminence, la proposition, la déclaration, il y a Adolphe Mozito pour la guerre contre Rwanda. Pour Tukoloba, on a su que Bissau a nous avons là la côté à ouest, côté de la guerre des alliés, pour famille coloniale. Deuxièmement, la population, ceux qui nous sont remplacés, est-ce que il y a absence justement de l'autorité de l'État ici Tawana Oyo au Kima? Et puis troisième question, Ezali, rôle et à l'Église, parce qu'on a constaté pour le troisième mandat, l'Église s'est mobilisée qu'il y avait une marche, on va chaque jeudi, et les Congolais beaucoup faire des milliers et des milliers, l'équipe même montant wa bateau bakufa na génocide ya Rwanda mais le biso na Congo bazali kolobela côté l'église catholique a proposé tout azali ko kanisa nini pour la sensibiliser population. Merci. Autour Position Yangai, ma proposition au Bisobaso Yogakiawa, il y a Adolphe Mozito, dans le bâti de l'équipe Bébé, et il faut sauter à Kenekuna, le bâti de. On a aussi dit ça passe, il y a des Bisobaso Bikuna, Congo, Akende, Touba, Rwanda, a annexé Rwanda et comment il fait qu'il y a Congo.
D'un côté, nakoki koloba te likambo mozito alobi ezali presque sentiment ya bana Congo baso soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na este moi tentation ya kokanisa lokola mozito ezali au moins vérité ezali na likambo mais en même temps nalingi nde kokebisa bana Congo liboso te okende tubana moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano pe otala mwango ozali na yango eloko nini bikute ozali na yango mpona kokende na contexte ya biso ya lelo soko toki etumba contre Rwanda tozali na chance soki mokende tobanda nano kotia molongo tobanda nano kobongisa arme ya biso lokola na lobiawa topesa moyen na arme mpona kosala mosala soko tolingi kobongisa arme te proposition ya ndenge wana ezali risque monene mpe mpona biso ezali risque ezali malamu. Merci, Mouton Tata Cardinal. Role ya leta na lobi yango nakanisi makambo mazali koleka kuna na este ezali liboso mpenza mokumba mosala ya leta olamatari asengeli atia biso kuna mpe alanda situation ya este soko totali comportement ya bayi politique na mboka ya biso ezali kopesa impression que bango surtout classe politique bazali kopesa kilo mingi na likambo ezali koleka kuna na este mpe koswana entre bango awa kowelaka bokonzi mosolo bongo na bongo nzokambi kuna na este ekolo ya biso ezali na likama Église catholique. Église catholique ezali biso mosala na biso lokola na lobaka mbala na mbala tozali lokola sinzili Église catholique oteya baimboka ezali lokola sentinelle sinzili mosala ya sinzili ezali nde kokengele soki monguna azali mosika soki mwa likama lizali sinzili ya kobeta mbonga pote bato balamuka monguna azali koya yango nde tozali kosala lelo mosala nazali kosala lelo yango mosala ya profeta mosala ya sinzili mpona kokebisa bato mpona kolamusa baimboka bayeba te ekolo ezali na likama mpe na kolikia te biso na bino lokola tozwa tosangani awa lelo tokokoba se kolamusa baimboka porter la bonne parole de paix et de sensibilisation pour que les communautés de cette sous-région puissent enfin vivre en paix et dans un sentiment de fraternité générale. Nous faisons notre travail et nous allons continuer. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé avec le protestant, globalement, les cubanistes un peu, parce que les cubanistes ne sont pas toujours très portés vers les questions sociopolitiques. Ce n'est pas dans leur tradition, mais on les implique, parce que si on se met ensemble, on devient plus fort. C'est par cette réponse de son éminence que nous concluons la série des questions-réponses. Monsieur l'abbé. Voilà, nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, d'avoir répondu présent à cette invitation à la conférence que nous venons de tenir. Nous remercions également tous les frères et toutes les sœurs ici présents pour votre participation à cette conférence de presse. Tous nos remerciements vont vers Tata Cardinal pour sa disponibilité et pour la pertinence des réponses qu'il a pu apporter à nos différentes questions. Nous avons quelques annonces.
qui concerne d'abord, mesdames et messieurs de la presse. Il y a une liste qui circule et nous vous demandons d'inscrire votre nom et le nom de votre agence de presse sur cette liste-là. Vous pouvez aussi contacter Madame Gandou Meta pour ce service-là, ou Monsieur Charlie Moukouba, qui sont de la télévision catholique Erika. Nous vous informons également que demain, 4 janvier 2020, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo célébrera une messe en l'occasion des chants des vœux pour l'année nouvelle qui commence. Et la messe sera dite à 9h30, 9h30. C'est M. l'abbé Aloïs Condé, directeur du centre pastoral Idogué, qui nous donne ce communiqué. Alors, voilà. Tout au long de cette messe, une attention particulière sera donnée pour les victimes des atrocités dans notre pays. En nous rappelant notamment les martyrs de l'indépendance, bien sûr, mais tous les martyrs aussi qui ont versé leur sang pour des lendemains meilleurs de notre pays. Alors sur cette note, nous allons demander à Tata Cardinal de clore cette conférence de presse par une prière et par la bénédiction. Nous sommes des hommes et femmes de foi. Nous espérons, continuons à espérer, surtout que Dieu lui-même est venu habiter dans notre monde. Avec la fête de Noël, ça signifie la paix est possible dans notre pays, surtout à l'Est. Nous allons confier cette intention à Dieu par l'intercession de Marie, qui est la mère de Dieu, Marie, qui est la mère de la paix et la mère, la patronne de notre pays, le Congo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans notre monde, qui est né dans mon cœur, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous des agents de paix, des agents de réconciliation entre les hommes, entre les femmes, afin que notre monde, afin que notre pays, le Congo, particulièrement dans sa partie Est, puisse connaître la vraie paix qui vient de Dieu. Que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans nos familles, que la paix règne dans nos cœurs, et que ce Dieu lui-même soit avec chacune de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci et allez dans la paix du Christ. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin.
Découverte. Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.